Entre le départ des Haussiens et le retour des Juilletistes, on vous compile un numéro, le numéro 42, qui reprend toute l'actualité de ce mois de juillet. Quand je dis toute l'actualité, on va compiler l'actualité que nous, on a suivie, en tout cas celle qu'a suivi par exemple Xavier. Bonjour. Juste avant de partir en vacances, on enregistre le 30, tu pars le 31. Je pars demain dans la nuit. Oui. Voilà, donc et dès qu'il sort d'ici, c'est opération porte-bagages. De l'autre côté, on a Sébastien, lui ce sera un petit peu plus tard le départ en vacances, en cours du taf, donc il reste avec nous. Et puis le retour d'Adrien, qui lui ne part jamais. Non, Et donc, on va faire ça tous ensemble. On tenait, dans un tout premier temps, on ne fait pas un courrier des auditeurs pour ce coup-ci, parce que, bon, on a reçu évidemment du courrier, on y a répondu individuellement par-ci par-là, que ce soit sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais on voulait dire un grand merci. Comment ça s'appelle c'est La Vie des Moutons, c'est ça, oui, Sébastien? C'est ça. Donc, un sympathique podcasteur français qui nous a découvert et qui a fait un petit podcast juste pour parler de nous et dire que tout le bien qu'il en pensait. C'est super gentil, évidemment, et dès qu'on peut, on renvoie l'ascenseur sans aucune difficulté. C'est ça aussi, les podcasts, il n'y a pas de concurrence, tout le monde est content d'être là et tout le monde est content de partager ses compétences, son savoir, sa joie de vivre, etc., etc. De la joie de vivre, il y en a pour ce numéro 42, parce que, youpi, tralala, le Windows 10 est enfin là, peut-être pas pour tout le monde. Pour Xavier, par exemple, oui, parce que lui, il a un petit peu forcé le destin, on va dire ça comme ça. Voilà, mais écoute, sachant qu'on allait certainement en parler aujourd'hui, j'ai un petit peu essayé de forcer la mise à jour sur mon PC. Ouais, parce que normalement, elle est par vague, la mise à jour. Oui, donc elle est prévue par vague. Le déploiement a commencé hier officiellement et c'est prévu par vague en fonction, je ne sais pas, des zones géographiques ou autres. Ouais. Mais il y a une petite astuce pour forcer la mise à jour pour ceux qui le veulent. Tu me donneras le lien avec plaisir. Voilà. J'ai fait un petit peu sur mon blog. Un petit billet sur ton blog pour expliquer comment faire. C'est tout simple. Voilà. J'ai testé, validé, ça fonctionne. Super. Et je n'ai pas rencontré de problème, comme c'est le cas de Marc sur sa Surface, je crois. Oui, notre ami Marc, qui n'est pas des nôtres pour le coup ici, avait une Surface 3 dont on avait déjà parlé ici dans le podcast, et manifestement ça s'est pas très très bien passé. J'ai vu qu'il laissait un message sur Twitter ou sur Facebook en disant c'est super, ça marche pas. Donc on en saura certainement plus. J'ai vu que c'était résolu entre temps, mais ouais, donc voilà, on verra comment ça a pu se résoudre. Du côté de chez Sébastien, toi t'as pas eu beaucoup le temps, Sébastien, de tripoter la chose. T'as vu des informations circuler J'ai pas eu le temps de tripoter. T'as vu des informations circuler par-ci par-là, par contre? Oui, alors moi j'ai vu des news. Alors j'ai lu un petit peu ce qu'il y avait comme nouveauté, ça a l'air sympa sur papier. Maintenant je suis assez réticent de changer si c'est des machines professionnelles et en tant que développeur, nous si nos machines elles tombent en panne, on perd en production un petit peu de temps. Donc moi je suis pas chaud de le lancer tout de suite et je vais probablement attendre que ça fasse ses preuves ailleurs. Oui. Par contre, ce qu'on lit, c'est effectivement pas mal de gens qui râlent sur la nouveauté imposée par Microsoft, c'est les mises à jour. Donc la mise à jour qui est Windows Update pour ceux qui se souviennent sur les anciennes versions, qui normalement un petit pop-up qui débarque tout le temps. Ah, vous avez une mise à jour, votre PC va rebooter. Ouais. Et puis tu peux à chaque fois le laisser un quart d'heure, 4 heures, etc. Et cette fois-ci, il n'y a plus le choix, les mises à jour vont être imposées. Plus de moyen de dire non, tu me le fais pas ou je veux plus la faire du tout. Ça arrive. Ouais. Donc là, ça embête pas mal de gens parce qu'ils disent bon, par le passé, il y a eu des mises à jour qui ont foiré, des mises à jour qui ont planté des machines. Mais donc il y a toute une polémique là-dessus. Mais pour la même raison que tu fais pas les mises à jour de tes machines professionnelles tout de suite. C'est exactement le même principe. Ouais. Et même quand ils me proposent de rebooter, parfois je dis ok, un mois après j'ai toujours pas rebooté ma machine. Ouais. Donc c'est vrai que parfois je dis ok, non mais quand j'ai le temps, que je suis sûr que j'ai un week-end devant moi, peut-être qu'on va rebooter. C'est comme le serveur, ça fait des années, ça a jamais rebooté et je veux pas essayer. Du côté d'Adrien, qui est monsieur, on va revenir chez toi, ne t'inquiète pas, c'est monsieur logiciel libre, je voudrais quand même lui l'entendre là-dessus. Rappelons-le, Adrien, qui depuis je ne disais rien.
rien, j'évitais le sujet. Je l'ai pas touché, même avec un bâton. Même pas dans une machine virtuelle. J'ai pas. Non. Franchement, je ne. T'es pas attiré par le. Non, du tout. Voilà, même pas professionnellement ou. Non, t'évites en général. J'ai suivi le truc, mais. Pas plus que Linux évolue de plus en plus. C'est bien. Du côté... moi, le seul truc incroyable, c'est comment ça se fait qu'on parle autant de produits commerciaux à la télé. C'est le seul truc qui m'énerve. C'est pas faux. C'est de la publicité. C'est ça, oui, non. Mais dans les journaux, c'est. Dans les journaux, c'est pas normal. Ça touche beaucoup de monde. D'accord, mais ils payent alors. J'ai pas de problème avec ça, mais il faut payer à un moment. Il faut passer à la caisse. Xavier, toi, tu l'as installé, donc c'est le seul parmi nous qui a pu tripoter le bidule. Des changements fondamentaux à la base. C'est tout récent. Hein. Je le découvre un petit peu en même temps que je vous parle, puisque ça a été installé en début d'après-midi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est le grand retour du menu démarrer. Donc on a le fameux petit menu qui apparaît ici, dans lequel on a toutes les icônes qui étaient avant sur un écran séparé, donc qui sont ici, qu'on va pouvoir agencer un petit peu comme on veut. Bon, j'ai un petit peu galéré pour ça, je vous avoue, parce que les icônes ne se mettaient pas toujours comme je voulais. Les petits jeux en plastique où il manque un carreau et vous devez déplacer les trucs, c'est ça en fait. Ce qui est agréable, c'est que on a quand même l'accès direct à ces applications maintenant dans le menu démarrer. Je m'étais habitué quand même à l'autre version sur Windows 8 au final, mais c'est appréciable pour beaucoup de monde. Ne serait-ce que pour éteindre son PC, on ne doit pas passer sur un autre écran. Donc voilà, le menu démarrer qui permet d'éteindre l'ordinateur et de nouveau là. Super. On a apparemment un nouvel assistant vocal, un petit style Siri, je pense, qui s'appelle Cortana. Donc c'est un assistant virtuel qui va servir à aider dans les recherches. Un nouveau navigateur de Microsoft que je n'ai pas encore testé, mais qui permet par exemple de prendre des notes. On peut le voir ici. Donc voilà, on va pouvoir prendre des notes comme ceci et les partager après sur l'ordinateur. C'est fait évidemment plus pour les écrans tactiles, mais moi je n'ai pas ça, donc voilà. Ça fonctionne très bien comme ça avec le trackpad. Oui, ça fonctionne quand on est un petit peu habitué à la souris ou au trackpad. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ils ont introduit le support de la biométrie avec Hello. Pour ça, je pense qu'il faut du matériel homologué, donc un matériel un petit peu spécial, mais le but c'est de faire de la connexion via la reconnaissance du visage, de l'iris ou des empreintes. Alors, ils ont apparemment annoncé qu'il y avait une sécurité assez accrue et que ça pourrait fonctionner même dans le milieu d'entreprise, mais il y a seulement certains équipements qui sont homologués pour ça apparemment. Donc sur mon ordinateur, je n'ai pas pu tester encore. Et alors, il y a une nouvelle ergonomie pour le basculement d'affichage qu'on peut voir ici par exemple. Donc pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est d'autant plus efficace quand on a plusieurs écrans. Ici, je ne peux pas le montrer, mais c'est vrai, c'est ça. Mais il va falloir que je m'y habitue. C'est un petit peu comme pour tous les Windows. Sinon, au niveau de c'est des combinaisons de touches, etc. Ça, c'est comme tout nouvel OS. C'est vrai dans tous les cas. Je voulais rajouter un truc et j'ai complètement oublié, donc je vais redonner la parole à Sébastien qui avait des choses à dire aussi il y a un instant. Oui, non. D'abord un petit truc sur le menu démarrer. Je ne sais pas si on en a parlé il y a très longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce mec qui fait des BD en France comme Hitstrip. Oui, dont tu avais déjà parlé. Ici. On en a parlé. C'est un mec qui fait des BD qui sont assez extraordinaires pour les fans d'IT et qui a fait une planche sur le menu démarrer. Il dit le menu démarrer 1995-2015, la seule invention qu'ils sont fiers de ressortir 2 fois, tu vois. Et c'est tellement important qu'ils la font 2 fois. La planche est assez extraordinaire. Et puis alors ce que je retiens aussi, alors en dehors de toutes les nouveautés, parce que je vais pas faire que critiquer la Windows 10, ça a pas l'air sur le fond mauvais, sauf si on est utilisateur de Linux avec la barbe comme mon collègue. Mais ce que je lis pas mal pour le moment, c'est toute la polémique au niveau vie privée. Alors en France, il y en a une qui s'est lâchée là-dessus, c'était Marine Le Pen. Qui a écrit une lettre ouverte au président de la CNIL. Alors pourquoi ils râlent ces braves gens? C'est parce qu'en fait, effectivement, donc dans toutes les conditions générales, Microsoft explique que au final, on aura un identifiant unique pour la publicité qui est géré par l'OS et qui nous permet de savoir effectivement ce que vous visitez, ce que vous achetez
pour que la publicité soit ciblée, mieux ciblée, etc. J'ai pas été dans tous les détails de la techno. Maintenant, je trouve que c'est une polémique dont on tacle un peu Microsoft là-dessus, mais cet identifiant unique existe sur d'autres OS, ça existe sur iOS depuis des années maintenant. On n'en fait pas un drame politique comme ça en France parce qu'ils utilisent des iPads et qu'ils sont traqués aussi. Donc je trouve ça un peu limite. Et il y a ce qui est amusant, c'est la réponse de Microsoft qui n'est pas officielle, hein, c'est sur un grand ponte français, Marc Mossé, qui a répondu sur Twitter à Marine Le Pen en direct. Qui disait plus facile d'installer Windows 10 que de désinstaller Jean-Marie Le Pen. Effectivement. Alors, je trouve ça extrêmement sarcastique, extrêmement drôle, mais je trouve ça dommage que la politique s'immisce dans la sortie de logiciels comme Windows. Ouais, mais en même temps, quelqu'un sur Twitter avait fait la remarque également. On fait maintenant de l'information sur un peu tout et n'importe quoi, puisque finalement c'est juste un tweet qui fait maintenant les gros titres. C'est dire s'il y a peu d'actualité à développer dans les journaux actuellement, que ce soit la radio, la télévision ou la presse écrite, on se jette sur le moindre truc. Voilà, il y aurait de la grosse actu intéressante, importante à développer. Je pense que ce serait complètement passé inaperçu et ça aurait pas fait une ligne, sauf peut-être dans un podcast high-tech, peut-être. Tu voulais encore nous montrer un truc rapidement, Xavier? Je vois le menu démarrer, donc on en a parlé, donc qu'on peut ajuster. Donc en gros, ils ont intégré l'écran. Donc le menu démarrer, pour reprendre, ça reprend toutes les petites dalles, les petites, comment on appelle ça, les tuiles, dans le menu qui est extensible en même temps. Donc on va pouvoir défiler comme ça dans ces icônes, etc. L'autre point que je trouvais intéressant, on en a parlé un petit peu entre nous, c'est que en réinstallant la machine ou en passant d'un autre PC maintenant, si on a un compte Microsoft, tous les paramètres sont vraiment synchronisés, donc le mot de passe, le fond d'écran, l'écran d'accueil, etc. sont tous des paramètres qui restent... Ils sont dans le cloud. Et on ne doit plus synchroniser ça via une clé USB ou autre. Ce qui par ailleurs existe déjà pour Apple depuis un bout de temps, et voilà, et je pense que chez Linux aussi il y a ce genre de possibilités. Tiens, c'est une bonne question. Ce genre de choses, ça existe chez Linux? Il y a des technologies qui le permettent de synchroniser, mais il n'y a pas de truc tout fait. Tout fait, non, c'est ça. Avec, tenez, vous avez un compte, vous avez le confort, mais on a toutes vos données, ne vous inquiétez pas. Non, ça n'existe pas, c'est ça, non. Pas avec Ubuntu. En fait. Mais le truc, le principe, c'est qu'il y a tellement de solutions qui existent qu'une solution unifiée en tant que telle. Mais par distribution, sur de l'Ubuntu, sur Ubuntu va fournir des solutions beaucoup plus adaptées, mais au point de changer tout, non, je pense pas. C'est plutôt, on va synchroniser son Firefox via leur serveur ou des solutions comme ça. Des choses à dire sur Windows 10, il y en aura certainement encore. Là, on vient de l'installer. Certains l'avaient installé déjà depuis 3 mois, puisque la bêta était disponible. Nous, on est un peu fainéants, on préfère attendre que vous l'ayez aussi, ou que vous y ayez accès en tout cas, pour s'y intéresser, se pencher dessus. Et on se penchera dessus certainement encore à la rentrée de septembre, parce que là, on aura pu éprouver, Xavier, le système d'exploitation. On va mettre à jour le studio aussi, parce que voilà, on peut se le permettre. Et donc, s'il y a des soucis, ou s'il n'y en a pas, on vous le dira de la même manière. Ça fait bien jouer le jeu pour une fois. Ça, je donnerais un avis vraiment extérieur d'un monde qui... Xavier. On peut peut-être juste rappeler que la mise à jour est gratuite pour les possesseurs de Windows 7 et Windows 8. Et donc ils ont un délai pendant un an. Donc la petite notification en bas à droite. Donc il ne faut pas se précipiter nécessairement. On peut un petit peu attendre. Mais donc faites-le. Si vous avez peur, attendez qu'on l'ait fait nous et on vous dira comment ça s'est passé. Oui, Adrien. Une petite question, parce que ça m'a fait beaucoup sourire et ça m'a marqué. Microsoft s'était engagé à même faire des mises à jour gratuites pour les Windows piratés. Est-ce que c'est ils ont une parole? Je vois. Sébastien dit non. Non, mais j'ai eu écho de ça. Je me suis pas intéressé plus que ça. Mais non, ça a été un écho, ça a été démenti. Non. Tu dois avoir une licence officielle. Bon, c'est quand même un peu normal. Il y a moyen d'installer une version d'essai par contre. Il y a une version d'essai. Il y a une version qu'on peut télécharger qui est une version d'essai qui est valable un certain temps. D'accord, ok. Voilà. Bon, comme on a l'habitude de dire, affaire à suivre, mais il n'y a pas que ça dans l'actualité, il faut être honnête. Il y a eu aussi la sortie du nouveau OnePlus
le OnePlus 2, ça c'est le OnePlus One. On l'attendait, hein, le OnePlus 2. On n'a pas grand-chose à en dire pour l'instant. Personne dans l'équipe ne l'a encore eu en main, ne l'a testé ou quoi que ce soit. Il y a, je veux dire, 3 trucs intéressants à retenir. Le processeur, je pense que c'est le plus puissant du moment sur un appareil de ce type. Il y a le port USB-C. C'est le premier appareil portable de ce type à avoir un port USB-C, donc c'est plutôt intéressant aussi. L'autre truc, c'est, ça, il y en a d'autres qui le font, c'est le détecteur d'empreintes digitale. Et le 4e truc, parce que quand il y en a 3, il y en a pour 3, il y en a pour 4 aussi, c'est la double carte SIM. Et ça, je trouve que c'est un truc pas mal. Moi, j'en ai pas l'usage, mais je connais plein de gens qui ont un compte, un numéro de téléphone carte SIM personnel et qui ont aussi des coups de fil professionnels, donc 2 cartes SIM, ou qui sont à cheval sur 2 pays. Mais en période de vacances, par exemple, ça peut être un chouette truc, tout à fait intéressant. Des cartes temporaires. Exactement. Alors après, il faut voir comment l'appareil gère ces 2 cartes. Là, on manque un peu de précision pour l'instant. J'ai pas trouvé toutes les informations, savoir si les 2 pouvaient être 3G, etc. Donc ça, ou LTE. Enfin bref, là, c'est pas tout à fait clair. On attendra d'en savoir plus. Quoi qu'il en soit, l'information, et c'est le 5e point, je serais tenté de dire, mais peut-être le plus important, c'est le prix du bidule. $399, c'est quand même, ou euros, de toute façon la parité est la même, c'est quand même pas cher du tout pour un appareil qui se frotte allègrement à de l'iPhone 6 ou à autres appareils LG de haute catégorie. On est dans la gamme des Nexus. Hein. On est dans la gamme des Nexus, exactement, et avec un prix d'attaque tout à fait... c'est assez bluffant, il faut bien le reconnaître. Au-delà de ça, c'est un bel appareil, patati patata. Je voyais quelqu'un qui faisait la remarque, qui disait il n'y a rien de très révolutionnaire. On l'a déjà dit, il n'y a plus rien de révolutionnaire en matière de smartphone, et il n'y aura probablement plus rien de révolutionnaire en matière de smartphone. Là, on est dans l'évolution, voilà. Il va falloir s'en contenter, c'est comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait vu. Non, personne n'a vu l'appareil de plus près. Non. Bon, on peut passer à la suite à ce moment-là, et on peut rentrer dans notre routine habituelle et commencer par la lettre A. Commencer après 17 minutes. Hein. La lettre A, A comme non pas Apple, mais A comme Android, et on démarre avec Sébastien. Non, ça c'est Adrien. Sébastien. C'est ça. C'est avant, après. Je me suis rasé ce matin pour vous. Sébastien, on parle encore de Microsoft qui travaille sur son launcher. Voilà, alors il est dispo en bêta sur le Google Play, donc si vous voulez aller vous inscrire, vous cherchez Arrow de Microsoft, Arrow Launcher, et donc ça continue à montrer que Microsoft se répand sur d'autres plateformes pour imposer son écosystème, Office, etc. Donc effectivement, avec un dernier numéro qu'on avait fait en juin, où on annonçait la sortie d'Office sur Android, que j'ai essayé d'ailleurs, qui est assez lourd, mais très sympathique. Et donc ici, ils arrivent avec leur propre launcher, qui a un design Microsoft, style Microsoft, c'est-à-dire le truc est bien léché, il a l'air bien sympathique, mais il manque un petit peu de customisation. Donc tu as droit à 3 panels, donc 3 homes, et puis si tu en veux un 4e, eh bien tu te brosses. D'accord. Donc ils ont décidé d'avoir un avec les contacts, un avec les apps, un avec etc. Donc ils ont toute une série de fonctionnalités. Ils disent c'est comme ça qu'on doit utiliser un téléphone, c'est comme ça qu'on fait notre launcher, et c'est plus ou moins tout. Les choix. Maintenant, il faut aussi se dire que c'est les toutes premières versions du launcher qui vont sortir, et que Microsoft, c'est pas les plus mauvais non plus en design et en application, donc on peut espérer avoir quelque chose de qualité. Je trouve ça agréable d'avoir, certains vont râler que ce soit Microsoft qui débarque sur Android pour ça, mais il faut aussi rappeler que Microsoft fait beaucoup d'argent avec Android, donc c'est normal qu'ils s'y intéressent. Effectivement, oui. On change un peu de sujet, mais on reste quand même chez toi pour en dire quelques mots. On a fait, tu nous as présenté la Shield de Nvidia dans un hors-série il y a quelques semaines maintenant. Cette fameuse Shield, cette console de jeu, on peut l'appeler comme ça, ce Media Center console de jeu, débarquera finalement quand chez nous ? Alors, normalement, c'était prévu arriver chez nous début de l'été, donc au mois de juillet. D'accord. Et finalement, par manque pour le moment d'accord et
fonctionnalités, donc d'applications avec du contenu pour les pays européens, pour la Belgique, la France, de contenu francophone et compagnie. Ils en ont pas encore assez, donc ils ont décidé de retarder. Oui. Pas parce que le matos est pas prêt, parce que le matos est prêt, on l'a importé nous, il fonctionne d'enfer, la console est d'enfer, et il y a des applications qui existent dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que je regarde comme streaming vidéo, c'est tous des trucs américains. Donc il y a du sous-titre, mais c'est de l'américain, sous-titré anglais, et parfois, si on a de la chance, du français, si on veut. Donc c'est vrai que question contenu francophone, on est encore un peu pauvre. D'accord. Donc ils ont décidé d'attendre jusque septembre, donc ça annonce probablement aussi de bonnes nouveautés pour septembre, pour ceux qui l'ont déjà importé. D'accord. Affaire, une fois de plus, à suivre. Et d'ailleurs, dans un prochain épisode, on repassera en revue, on reparlera un petit peu de l'Achille, parce que là, tu auras un retour d'expérience, entre guillemets, par rapport à la présentation que tu nous en as faite il y a quelques semaines. Il y aura peut-être plus à en dire, justement, sur l'utilisation que tu en fais et la tournure que tout cela prend. Xavier, un pirate peut prendre le contrôle de votre smartphone, paraît-il, via un simple MMS. Voilà, donc en fait, fin mai, on avait déjà appris qu'un SMS pouvait faire planter un iPhone. Maintenant, c'est au tour d'Android de faire parler de lui, puisque fin mai, la société de sécurité informatique Zimperium a averti Google qu'il y avait une faille de sécurité dans le système d'exploitation mobile qui permet à un hacker de prendre le contrôle des appareils qui sont équipés d'Android en envoyant simplement un MMS. Donc, le hacker doit connaître votre numéro de téléphone, il envoie un MMS et le MMS qui est ouvert par l'application Hangout va en fait précharger le message sans que l'utilisateur ait quoi que ce soit à faire. Donc vous pourriez ne même pas encore être au courant que vous avez un MMS pour que la faille soit déjà appliquée. Et donc la faille repose sur une fonctionnalité qu'on appelle, je vérifie, Stage Fright, donc qui prétélécharge vraiment le contenu, par exemple des vidéos attachées dans les MMS. Et donc ça permet au hacker de prendre le contrôle de votre smartphone, d'écouter ce qui se passe au micro, d'utiliser la webcam, donc vraiment de prendre le contrôle total du téléphone. Alors la faille a été assez vite corrigée par Google. Le souci, c'est que dans le milieu des smartphones, il y a parfois des mises à jour qui mettent très très longtemps à être déployées, puisque Google ne maîtrise pas spécialement l'ensemble des déploiements de mise à jour. C'est parfois les fabricants, et il y a parfois même des accords avec les opérateurs mobiles. Moi, je me souviens, par exemple, j'avais un smartphone Sony où j'ai mis parfois, je crois, 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir une droit version, alors que c'était vraiment le porte-drapeau de Sony. C'était le cas aussi, mais ça c'est presque préhistorique avec Symbian. Les mises à jour Symbian étaient aussi dépendantes des opérateurs, enfin de temps en temps des opérateurs. Alors il n'y a pas trop de quoi paniquer. Pour ceux qui ne disposeraient pas tout de suite d'une mise à jour, la recommandation la plus simple, c'est simplement de ne pas utiliser Hangout pour le moment et de remplacer cette application qui gère les SMS par une autre application, peut-être Google Messenger par exemple, ou il y en a pas mal d'autres. Et alors pour ceux qui sont un peu plus fans de sécurité, il y a une application qui s'appelle SMS Secure qui encrypte vos SMS. Le problème là, c'est que ça nécessite que vos correspondants aient aussi l'application. Donc c'est plus pour ceux qui veulent un petit peu. Pour la toute petite anecdote, parce que j'ai pas plus d'informations que ça, j'ai entendu qu'il était possible de pirater aussi les voitures maintenant via les radios DAB. Tout à fait. Donc en envoyant un son, le son qui tue entre guillemets, et de pousser des informations à la voiture via l'autoradio en quelque sorte. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec un collègue. Je pensais qu'on était lié vraiment à la puce qu'on rajoutait, dont vous aviez parlé. Il y a pas très longtemps, mais apparemment c'est vraiment via le signal radio même. Donc ça aussi on en reparlera à l'occasion si on a plus de précision. C'était avec une Jeep, si je me Jeep. Une Range Rover et effectivement c'était. Ils avaient fait un test, c'était 2 hackers avec un journaliste qui ils ont prévenu on va pirater ta voiture, roule, il est parti sur l'autoroute et ils ont commencé à faire changer, faire aller les essuie-glaces, faire klaxonner le truc. Ça peut aller très loin parce qu'ils peuvent changer carrément la cartographie du moteur. Ils ont ralenti la voiture. Ils ont ralenti la voiture et là le mec il a paniqué dans sa voiture. Donc là il va falloir commencer à être vigilant aussi. C'est vraiment important, c'est la sécurité qui en dépend. C'est bon, on te laisse la parole pour parler de Google qui va cartographier, qui
qui va cartographier une fois de plus, parce qu'ils n'arrêtent pas de cartographier, mais cette fois-ci, c'est la pollution qu'ils vont cartographier. Effectivement, c'est un truc que j'ai vu il y a pas longtemps, et je trouve ça assez génial, parce qu'ils profitent du fait qu'ils passent partout avec leur bagnole en polluant avec un petit peu de diesel, pour faire donc les vues pour qu'on utilise en Google Street View. Eh bien, ils ont en même temps rajouté sur leur bagnole des dispositifs d'une start-up américaine, Aclima. Et Aclima permet de mesurer toute une série de molécules qui seraient dans l'air pour savoir si nous respirons de la merde ou si on peut respirer à grand poumon ouvert. Ouais. Et voilà. Et donc, ils ont fait un premier pilote du côté de Denver, je pense. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont commencé à publier ces résultats. Et ils espèrent que grâce à ces résultats, les autorités vont pouvoir commencer un petit peu à être plus intelligentes au niveau des villes, parce que c'est pas parce que effectivement on fait une alerte smog sur Bruxelles qu'il y a des particules fines dans tout Bruxelles. Peut-être que c'est lié, il y en a des concentrations qui sont bien supérieures dans certains quartiers. Ouais. Tout ça à cause de feux rouges qui seraient mal réglés, ou peut-être qu'en mettant un arbre et 2 pots de fleurs, on pourrait le réduire aussi. Ouais. Bon, peut-être que c'est 3 pots de fleurs, hein, mais et donc ils mesurent quand même des trucs, les particules fines, et puis il y a plein de trucs que je suis désolé, je connais pas, mais bon, par contre, le monoxyde de carbone, ça c'est facile, le dioxyde aussi, le méthane, enfin, il y a toute une dizaine de produits qui... le pollen. Le polluant. le pollen, mais le pollen, je pense que ça change suffisamment souvent, et ici aussi, ça doit changer suffisamment souvent pour qu'ils doivent remesurer, mais au moins tu as un jour J, une information là-dessus, oui. Et peut-être qu'à terme, on pourra avoir ce type de capteur un peu plus dans la ville, en dehors des voitures qui se promènent de Google. Donc je trouve l'idée vraiment intéressante, et pour avoir au moins une carte intelligente pour que les villes puissent faire évoluer nos villes pour le bien de tout le monde. Donc la technologie pour qu'on respire. Voilà, c'est complètement dans la philosophie de Google, hein, quand on regarde un petit peu, bon, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais là, en l'occurrence, ça va, semble-t-il, dans le bon sens, et c'est pas mal que ce soit une boîte comme ça qui le propose, effectivement. On va repasser la parole à Adrien, pour le coup. On va rester chez Google, d'ailleurs, pour parler de Google Traduction, Adrien. La version 4.0, de nouvelles langues et une meilleure reconnaissance vocale. Tout à fait. Comme on est en vacances, il y a des gens qui sont à l'étranger. Oui. Ça peut être utile d'avoir Google Traduction. Donc en fait, ça fait partie de cette phase de grosse mise à jour de leur appli principale. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi j'en parle? C'est surtout qu'il y avait cette fameuse fonctionnalité qui permettait de traduire instantanément via la caméra, donc au niveau du décor. Oui. Et ils ont rajouté 20 langues actuellement. D'accord. Bon, le problème, c'est qu'on reste sur l'anglais. Donc, ça part de l'anglais et on a 27 langues, puisqu'il y en avait 7 auparavant. Il y a une grosse amélioration qui va être mise en place, parce qu'elle n'a pas encore été déployée au niveau du réseau, parce qu'ils ont pris en compte le fait que, à partir du moment qu'on a besoin de traduction, c'est qu'on peut être à l'étranger et qu'on n'a peut-être pas tout le temps du réseau de disponible. Par ailleurs, Google est super content parce qu'apparemment, au niveau de l'application, les retours utilisateurs sont énormes, ouais. Et ce qui permet d'avoir une appli vraiment au niveau qualité, au niveau de traduction qui s'améliore de plus en plus. Ouais. Donc ça, c'est assez chouette. Et alors, la grosse amélioration, ça reste vraiment au niveau des moyens de reconnaissance vocale autres, à savoir l'utilisation du micro, l'utilisation de la caméra. Et ça, c'est chouette parce que ça fait gagner du temps. Oui, effectivement. Mais en même temps, s'il faut être connecté à un réseau data en roaming, quand on part à l'étranger, ça peut coûter bonbon. Hein, oui, tout à fait. Mais on s'est téléchargé des langues pour toute une série de traductions. D'accord. Donc, il y a un mode offline qui est disponible. Ok. C'est une bonne nouvelle. On va parler d'une autre application, une application officielle Reddit, qui est en cours de développement. Il faudrait juste vite rappeler, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, comme moi par exemple, ce qu'est Reddit. Alors Reddit, c'est l'équivalent d'un super forum où tout le monde qui a pris de l'ampleur. Allez voir sur Reddit, le site n'est pas vraiment ergonomique au sens actuel qu'on le connaît. Néanmoins, au niveau contenu, au niveau contenu, c'est extraordinaire. Très old school, comme old school, mais qui a un succès fou. Ouais. Donc il faut savoir qu'ils ont changé de PDG.
récemment, et en fait justement ce qu'il s'est engagé à dire, c'était on va vous fournir un véritable client Android pour Reddit. Il faut savoir que la seule application qui a été développée chez Reddit, c'est Ask Me Anything. Il faut savoir que Reddit a été pas mal utilisé au niveau des célébrités pour faire un contact entre les célébrités et les fans pour pouvoir répondre aux questions. Juste, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En octobre dernier, ils avaient déjà racheté une application, Alien Blue, qui était en fait un client Reddit, et on s'en doutait un peu que ça allait arriver parce qu'ils avaient publié une annonce recherche ingénieur développement mobile. Ouais. Donc voilà. C'est une bonne nouvelle, donc pour ceux qui ont, enfin les habitués en tout cas de Reddit. On reste chez toi, Adrien, pour puisqu'on est dans les applications, parler d'une application justement, Plasma Mobile. C'est un nouvel OS mobile en fait, tout à fait. Que développent les mêmes développeurs que KDE. On reste KDE. dans le... ouais. Oui, alors qu'est-ce que KDE ? C'est un moteur graphique parmi tant d'autres qui est sous Linux. Alors qu'est-ce que ça a de spécial ? Alors il y a une petite relation avec Android, c'est que pourquoi je parle de ça ? Parce que vous savez, on a eu plein d'OS mobiles, Firefox OS, Selfish OS. Ici, il y a une petite particularité, c'est que c'est basé sur Linux toujours, mais a une volonté de, pas uniquement de ramener KDE, donc cette interface graphique, sur mobile. Le but est de se fournir vraiment un outil qui va pouvoir supporter en natif des applications Linux. D'accord. Donc vraiment dans la volonté de, on va prendre comparatif de Microsoft, d'avoir des applis qui marchent sur l'ordinateur et sur le téléphone. Il est disponible, on peut le tester, mais bon, ça doit s'installer, il faut des connaissances techniques sur un Nexus 5. Mais la grande force, et c'est là où je trouve vraiment la news intéressante, c'est que le but du développement est de faire une compatibilité des autres OS au niveau des applications. Donc à savoir de pouvoir utiliser du Ubuntu Touch, du Jolla Sailfish et même faire tourner des applications Android. C'est assez sympa. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne dans les faits. Moi, j'ai testé à l'époque le Jolla Sailfish pendant très longtemps. C'est utilisable. Il y avait Android. Il y avait 2-3 soucis, mais c'était jouable. Donc, au niveau du monde du libre en tant que tel et au niveau d'un OS intéressant au niveau mobile, ça peut ramener vraiment une nouveauté en tant que tel. Donc, à surveiller de près pour voir ce que ça va donner. C'est une évolution de la philosophie du développement au niveau de Linux et de l'univers Linux en tout cas. Tout à fait. Je voyais que notre ami Xavier levait le doigt. J'ai lu également que la volonté des développeurs était de protéger un maximum la vie privée des utilisateurs, donc de faire un OS qui conserve vraiment la vie privée des gens, en tout cas le maximum possible. Est-ce que Sébastien n'avait pas levé le doigt également ? Oui, moi j'ai une petite question. Je pensais que le plasma c'était démodé, on était au LED. Passons à autre chose. Par exemple, passons à la lettre. Passons à la lettre B, parce que là c'était la lettre A comme Android, l'air de rien. B comme Belgique ou encore comme business. Sébastien, front-back est fini. Ouais, front-back, voilà, je sais pas si vous vous en souvenez, donc c'était un concept belge de photos pris devant, derrière. Enfin, comment expliquer ça ? De face et de dos. Quand on prenait une photo, ça prenait, et non seulement une photo devant, donc devant de ce que vous voyez, et en même temps, ça prenait une photo de vous. Pas en même temps, c'était en deux temps, mais c'était le principe, c'était ça. C'était ça. Montrer ce qu'on regarde et qui le regarde, en fait. Qui le regarde. Donc le truc était assez sympathique, ça a eu énormément de succès, je pense qu'ils sont montés à plus de 2 millions d'utilisateurs, si je me trompe les gars, désolé. Malheureusement ils n'ont pas réussi à monétiser l'application, et surtout une fois que le buzz est passé, les gens ont continué à garder l'application sur leur téléphone, mais ils l'ouvraient une fois par an, donc le déclin était là, ils n'ont pas réussi à garder cette tendance avec le buzz, et à développer ce réseau social autour de ce type de photos, malheureusement pour eux. Donc ils ont décidé, il n'y a pas longtemps, il y a moins d'une dizaine de jours, ils ont décidé de couper les robinets. Donc il reste quelques semaines pour que les photos soient récupérées, et puis l'application ne va pas totalement disparaître. Alors sur certains OS, elle va complètement disparaître, mais sur iOS, si ma mémoire est bonne, elle va rester, elle va devenir une simple application de prise de photos. C'est ça.
Et c'est tout. Donc voilà, ce sera converti en une application et puis donc Fred et Melvin vont se trouver certainement une nouvelle mascotte, un nouveau projet. Ils n'étaient pas partis pour ça au départ, hein. Ils avaient d'autres projets en vue, c'était un petit peu, pas un hasard, mais ils s'étaient un petit peu tombés dessus, ils s'étaient dit tiens, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Ça a duré quoi, 1 an, c'est ça, un peu plus non, presque 2 ans presque déjà. 2 ans déjà. Ça avait quand même fait 2 millions d'inscrits. 2 millions d'inscrits sur une app mobile, c'était quand même important. Ils auraient pu convertir et vendre à Facebook. c'est pas le cas. C'est bon, on continue chez toi pour parler d'une application ou d'un sport, d'un site, enfin un truc qui t'a particulièrement titillé ce mois de juillet, c'est IQ Option. Ouais, je vais pas faire long là-dessus, mais j'ai trouvé le site via quelqu'un qui d'ailleurs à l'époque était assez innovant sur la plateforme belge du web, si vous vous souvenez, Brice. Oui. Voilà, et Brice tout le monde a écouté Brice Leblevenec, tout le monde a écouté à l'époque un jour au moins un cybercafé. Et donc pour en revenir à IQ Option, donc c'est une plateforme où on joue sur des options en bourse. On va dire putain, qu'est-ce qu'on vient de parler de bourse ici? Oui, alors c'est vrai, je ne parlerai pas de bourse, c'est cher. Quoique c'est vrai que dans certaines rubriques on en parle de la bourse. Des bourses. Mais ici je trouve que quand j'ai lancé le truc, la plateforme d'un point de vue technologique était sympathique. Ils utilisent de l'AngularJS et du WebSocket et tu vois les trucs arriver en permanence. Tu vois ton graphe, je veux dire jusque là tu le vois dans toutes les autres applications, sauf qu'ici c'est tellement simple que même si tu comprends rien, tu appuies juste sur ton petit bouton monter, descendre et tu joues un peu au casino avec tes options, quoi. Et donc tu te prends vite au jeu, tu perds vite 20 boules. Ça c'est un problème aussi, hein, parce que voilà, quand tu connais rien tu perds ton truc et Marc et moi on a déjà perdu quelques longues heures sur le sujet. Mais les gars, ils ont une app mobile, ils ont un site web, donc le truc est pour une fois accessible. D'accord. Sans grande connaissance, ni technique, ni boursière. Donc pour une fois. Pour une fois, voilà. Effectivement. Laissez un œil, il y a moyen de faire des démos, c'est amusant, quoi. Vous jouez en démo avec 1000 balles et puis après, quand vous avez perdu vos 1000 balles. Vous allez jouer autre chose. Bien sûr, effectivement, aucun souci. Non, mais des démos, c'est pas des 1000 balles à toi. On parle de Startup Bus. C'est quoi? C'est un bus? C'est un truc itinérant C'est un truc tout aussi délirant. Alors, ça existe depuis 5 ans, si je ne m'abuse. Je reprends mon copion. C'est ça. Alors, ça s'est lancé en 2010 en Amérique. Et donc le but, le principe c'est, parce que le but c'est plus difficile, le principe c'est tu prends des graphistes, tu prends des développeurs, tu les mets dans un bus, tu leur fais faire un tour et t'espères que ça sort une start-up. Bon, c'est un bus de rencontre en fait. C'est un bus de rencontre. C'est un bus de rencontre dans lequel effectivement après 1 heure... Un week-end start bus. C'est 72 heures je pense, c'est 3 jours complets. Bon, de temps en temps je pense qu'on s'arrête pour avoir à manger et faire pipi, hein. Non mais plus sérieusement, la première heure on commence à pitcher sur une idée et puis après il y a un wifi mais qui fonctionne pas bien, c'est sur la route et puis tu t'es laissé avec des gens que tu connais pas et donc je pense que c'est un peu le Koh-Lanta de la start-up, hein, qu'ils ont essayé de nous faire. Et tu dois essayer à la fin, arriver à un projet qui est viable et qui tourne. Et il y a plusieurs bus qui partent en même temps, qui arrivent au même endroit. Et le but étant de faire gagner un pays. Ouais. Ici, c'est la première fois que la Belgique participe et qu'il y a un bus qui part. Je pense que c'est fin août que le truc démarre. Il y a toujours de la place, faut aller vous inscrire. Le truc est pas très cher. Mais voilà, quoi, je pense, oui, c'est ça, 260 €. Et puis après, il faut encore voir pour votre. C'est un peu le principe du Startup Weekend, mais en bus. En gros, hein. C'est encore plus compliqué, quoi. C'est un plan plus compliqué. Débarre le 29 août de Bruxelles. T'as pas d'électricité non plus dans un bus, tu vois. Si, t'as de l'électricité quand même. Si, dans un bus, t'as de l'électricité. Oui, mais je suis pas sûr qu'il est prise pour tout le monde, tu vois. Ça, après, il faut se débrouiller. Donc, départ le 29 août, arrivé le 2 septembre à Cologne. Si ça vous tente,
on mettra le lien, bien entendu, pour suivre cette aventure autoroutière. La prochaine fois, ce sera peut-être une start-up dans un avion. Hein. Oui, par exemple. Ou à vélo, pour faire un truc écolo. Adrien, de quoi vas-tu nous parler? J'ai perdu la ligne. J'ai perdu le fil. Ah, Julie Houman. Oui, donc Julie Dauman, qui c'est la PDG de Ouya. Alors, Ouya, c'est quoi? C'est un ancien projet Kickstarter qui a cartonné et qui s'est malheureusement cassé la gueule. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'était? C'est une des premières consoles Android qui était arrivée, qui avait très bien fonctionné. Malheureusement, dans les faits, au niveau marketing, etc., le produit a été difficile à mettre en place. La bonne ou mauvaise nouvelle, ça sera une question de point de vue, c'est que le projet a été racheté par Razer, qui est un gros constructeur de matériel dans l'univers du gaming. Oui. Et il faut savoir que ça coïncide justement avec une sortie, la Razer Forge, qui est encore un device Android qui se branche sur la télé, un peu comme non pas comme la Shield, qui va permettre de jouer. Alors, on pense que c'est surtout pour racheter le catalogue, parce que malgré que le projet de la Ouya n'a pas fonctionné, il y avait un très très gros catalogue derrière. D'accord. Et donc, Razer, qui n'avait pas un gros catalogue, va récupérer ça. On se demande ce que ça va donner, parce que la Ouya était un matériel pas très très cher, encore accessible et sympathique. On verra ce que Razer en fera à ce niveau-là. Voilà. Ok, je propose qu'on clôt ce chapitre B comme Belgique et comme business avec, on va dire quoi, l'arrêt d'une start-up qui est un petit peu le Uber belge, Xavier, c'est Jump qui vend, qui arrête. Donc, c'est une info toute fraîche que j'ai lue sur TechCrunch. Donc nos amis belges de Jump qui ont dû prendre la difficile décision d'arrêter suite à tout ce qui s'est passé en France et l'interdiction de Uber. Ouais. Donc ils ont pris la sage décision d'arrêter en Belgique également, mais pas seulement en Belgique, je crois, à Londres, dans tous les pays où ils étaient actifs. Et j'ai lu aujourd'hui qu'ils se seraient fait racheter par chauffeur privé. C'est ça. Une société française, me semble-t-il. Donc voilà, c'était la fin d'un long chapitre, parce que je me rappelle, on avait parlé dans d'autres podcasts de Jump qui portaient un autre nom d'ailleurs à un moment donné, enfin au tout début, au premier pivot, on va dire, et dont j'ai oublié le nom, mais c'est une chouette équipe, des chouettes gens, et à mon avis, ils feront encore des trucs parce qu'ils sont très compétents. On leur souhaite beaucoup. Et on leur souhaite bon courage, bien entendu, pour la suite. On passe à la lettre H. On va sauter quelques lettres, parce que le temps tourne. H comme hardware, avec justement, tiens Xavier, je vais te rendre la parole pour parler de Ozo. Voilà, Ozo, qu'est-ce que c'est? C'est le grand retour de Nokia. Alors c'est pas pour les téléphones, nos petits-enfants vont pas découvrir le jeu du serpent, mais pour le moment on parle beaucoup de casques de réalité virtuelle, et Ozo est une caméra qui est en forme de boule et qui permet de capturer des images à 360 degrés grâce à 8 capteurs, et qui ont la particularité d'être associés à 8 micros afin de spatialiser avec précision le son qui est enregistré. Alors il y a un logiciel intégré qui permet à l'utilisateur de visualiser un rendu 3D en temps réel, en basse définition évidemment pour que ce soit faisable. Et l'avantage pour les professionnels, c'est surtout un énorme gain de temps, parce qu'ils vont plus devoir juxtaposer les vidéos eux-mêmes, ça sera fait automatiquement. Alors la caméra sera produite en Finlande, elle sera principalement destinée aux professionnels, et on prévoit de la commercialiser le 4e trimestre de cette année. Il n'y a pas beaucoup plus d'infos sur le prix ou sur les caractéristiques pour le moment, mais donc voilà, un retour de Nokia là où on ne les attendait pas forcément. Moi je disais que ce serait à usage professionnel, il faut encore voir dans quel contexte, l'exploration, la télévision, le reportage, non il a une solution. J'ai toujours peur quand il va se lancer sur un truc, Sébastien, ça va servir à quoi? Ça va encore terminer dans le porno. Hein. Je me doutais qu'il y aurait une réflexion de ce genre-là. Effectivement. Donc, Marc, si tu nous écoutes, on va parler justement, Sébastien, de tout à fait autre chose. On va devenir sérieux. On va parler d'Intel qui annonce une nouvelle mémoire révolutionnaire. C'est ça. Mais ce n'est pas moi. Alors, déjà, j'ai une petite question. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu'on a créé la mémoire flash? J'ai oublié. Ça date de quand? T'as oublié? La mémoire flash, c'est dans les années 80, ça. C'est ça. Il y a certains de nos auditeurs qui n'étaient même pas nés. Ça date de 89.
Donc ça fait quand même 25 ans qu'on n'a pas de nouvelles technologies réelles sur le marché pour stocker des données de manière rapide et efficace. La plus courante qu'on avait dans nos poches, quand on avait beaucoup d'argent, c'était dans les Psions. Vous vous rappelez les Psions, les organisateurs de poche. Et là, il y avait de la mémoire flash qu'on pouvait d'ailleurs changer, intervertir. Je ferme la parenthèse. Et donc depuis 25 ans, plus de nouveautés, plein de trucs dans les labos, mais rien qui n'arrive sur le marché. Et cette fois-ci, on a effectivement quelque chose qui arrive de la part de Intel et Micron, et ils appellent ça le 3D X-Point. D'accord. Alors, je vous passe un peu les détails parce que c'est encore assez compliqué et assez nébuleux, mais grosso modo, on parle ici de deux fils qui se croisent et qui, en se croisant, sur l'intersection, on a une information de courant qui permet de savoir si le bit est à 1 ou à 0. Et c'est sur ce concept plus ou moins nébuleux qu'ils arrivent à stocker plus de 100 et des gigas sur beaucoup moins de place, 128 gigas sur beaucoup moins de place, sur plusieurs couches, sur quelque chose qui permet apparemment d'écrire beaucoup plus rapidement les données, d'y accéder beaucoup plus rapidement que sur nos disques traditionnels, et qui a une longévité qui serait là aussi sur du conditionnel beaucoup plus importante que ce qu'on a sur nos mémoires flash. Alors l'évolution importante sur la techno ici, c'est que sur ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont permis d'enlever tout ce qui était transistor. Donc c'est une mémoire qui n'a plus aucun transistor. D'accord. Ne me demande pas tout ce qu'ils font. Là, leur truc est quand même... leur communiqué est assez compliqué. Je pense qu'il faudra qu'on revienne un petit peu plus tard quand cette techno sera disponible pour le grand public. Oui, ce qui est rigolo, c'est que quand tu as parlé de ces fils qui se croisent, qui se touchent ou qui se croisent, et ces informations... Non, mais sans rire, moi, ça me rappelle les toutes premières mémoires des tout premiers ordinateurs. En tout cas, on ne les appelait pas encore comme ça même. Ce sont des cadres avec des fils, des trames de fils qui se croisaient, et à chaque intersection, il y avait des tores magnétiques et les informations circulaient et faisaient en sorte que le courant passait dans un sens, dans l'autre, machin, etc. Je passe les détails. C'est un petit peu la même philosophie, on va dire. C'est assez rigolo de revenir sur des choses qui sont très très anciennes et qui remontent à Mathusalem. Je vais vraiment me faire passer pour un homme des cavernes. Je n'étais pas encore une lueur dans le regard de mon père. Toute autre chose. On va parler avec Xavier justement de Elon Musk, Steve Wozniak, et d'autres aussi, c'est pas les seuls à en parler, de cette intelligence artificielle qui fait de plus en plus peur. Voilà, donc c'est un petit peu d'actualité avec la sortie des Terminator Genesis, pour ceux qui l'ont vu. En gros, on sait que pour le moment, il y a les armées américaines, britanniques, israéliennes et d'autres qui expérimentent pas mal des armes létales autonomes, donc qui peuvent attaquer sans qu'il y ait la moindre intervention humaine. On les appelle aussi des robots tueurs, donc c'est vraiment quand je dis... C'est eux qui décident si tu es un taliban ou pas un taliban. Voilà, donc quand je parle de Terminator, on est vraiment pas loin, c'est des robots tueurs qui prennent vraiment des décisions autonomes. Donc Elon Musk, donc le patron de Tesla, et Steve Wozniak, qui est le cofondateur d'Apple, avec plus de 1000 autres chercheurs et des personnalités assez importantes, ont lancé une lettre ouverte pour les interdire lors d'une conférence internationale qui a eu lieu mardi à Buenos Aires. Et ces armes, malgré qu'elles soient décrites comme vraiment la troisième révolution dans la pratique de la guerre, après l'invention de la poudre à canon et les armes nucléaires, et qu'elles peuvent réduire les pertes sur les champs de bataille, ont quand même des gros détracteurs, parce que on a des grosses craintes sur le fait que ces armes ne puissent distinguer ou non des civils, ce qui est assez logique. Donc on se demande comment est-ce qu'ils pourront faire la différence entre des civils et des combattants. Il y a aussi d'autres questions qui se posent sur la responsabilité en cas de souci. Donc qui serait responsable? Est-ce que c'est le fabricant du robot, ou bien est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est il y a pas mal de questions à ça, et donc ils ont lancé une lettre ouverte, et si vous êtes contre ce projet, il y aura le petit lien dans le blog auquel vous parlez. Oui, et ça pose plein de questions effectivement, et on n'a pas toutes les réponses pour le coup. Franchement, là, ça mériterait un numéro spécial quasiment. On va retourner chez Adrien. Tiens, on parlait du Startup Bus, on l'a trouvé, je crois. C'est, Adrien, bientôt des camions partiellement autonomes sur les routes. C'est un peu le même principe. Camion tueur, par exemple. C'est ça, oui. Après Terminator, on passe à Optimus Prime.
C'est tout à fait ça. Voilà. Donc pour l'info, donc c'est une société allemande dont je n'arriverai probablement pas à prononcer le mot. C'est Daimler ou bref. Si c'est Daimler, c'est Daimler. Daimler, voilà. C'est Daimler. Voilà. Voilà. Donc une technologie pour faire rouler de manière autonome les camions est prête en fait. Donc ils ont fait toute une série de tests et d'ici 2-3 ans, on devrait voir arriver la technologie. Alors le but n'est pas de remplacer les camionneurs, le but est de soulager les camionneurs dans le sens que tout ce qui est route un peu linéaire ou autoroute, qu'ils aient une assistance pour éviter qu'ils s'endorment ou des choses comme ça. Alors pour la petite histoire, c'est assez comique, c'est pour ça que j'en parle. Donc ils ont fait toute une série de tests sur des camions Mercedes-Benz. Ils ont déjà mis en place des premiers tests sur des routes allemandes et aux États-Unis. Ils n'attendent en fait, à vrai dire, plus que quelques éléments juridiques pour pouvoir mettre ça en production, mais c'est prêt. Et alors pour la petite histoire, en fait, le développement de ces technologies a été ralenti à cause d'Apple, parce que Apple a été débauché les employés de chez Daimler. D'accord. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Donc après, effectivement, les robots tueurs, Optimus va bientôt débarquer sur nos routes. Voilà. C'est une technologie qui est liée à celle de Google sur les voitures a priori, non. Enfin là, c'est pas. Non, c'est vraiment une technologie qui a été développée de manière indépendante. Il n'y a pas eu de partenariat. D'ailleurs, le problème d'Apple, c'est vraiment posé parce qu'Apple, en fait, allait chercher les ingénieurs chez eux parce qu'ils avaient toute une série de compétences qu'Apple avait besoin pour apparemment dans ce vol-là. Allez, on clôture le chapitre H comme hardware avec l'annonce qui a été faite au début de ce mois de juillet. Xavier, on ne voulait pas passer à côté parce que c'est un produit qu'on aime bien depuis très longtemps. C'est la GoPro où ils ont eu toute une série de modèles différents pendant un temps, mais qui se ressemblaient assez fort. Et là, il y a un facteur de forme qui change complètement. Voilà. C'est encore plus petit et c'est très différent en fait. Donc GoPro a un petit peu répondu aux critiques qui commençaient à apparaître par rapport à la concurrence qui n'innovait plus des masses. Et donc, ils ont fait une caméra qui est principalement destinée au sport extrême. Donc, elle se différencie principalement par la taille et alors elle a un boîtier qui est inclus. Donc, c'est pas un boîtier externe. Donc, la caméra est étanche directement. Elle ne se pilote que via le smartphone ou alors un bouton qui est unique. Et donc, c'est vraiment destiné à prendre des prises de vue un petit peu différentes dans le cas des sports extrêmes pour les personnes qui recherchent une caméra qui est plus légère et plus discrète. Techniquement, elle fait du 1080p en 60 secondes. Elle permet de prendre des photos à 8 mégapixels. Elle a 2 micros, un devant, un derrière. On y revient. Et donc, c'est une caméra qui n'est pas destinée à remplacer les autres modèles de GoPro. Donc, on a vraiment un nouveau produit dans la gamme, mais qui se différencie des autres par sa taille, l'autonomie, par exemple. Les accessoires qui vont changer aussi, on l'imagine. Les accessoires. Moi, je viens d'acheter une GoPro et j'hésitais beaucoup sur la GoPro Session, mais étant donné qu'il y a certains accessoires dont j'avais besoin qui n'existent pas encore qui n'existent pas encore pour des drones, ben voilà. C'est là-dessus qu'il y a eu Gain GoPro aussi, c'est sur les accessoires, c'est terrible. Tout à fait. Voilà. C'est même des fois un peu dommage. Quoique. On passe à la lettre SS comme scandale, Sébastien, une histoire de t-shirt au boulot. Qui d'autre Oui, alors HP, vous connaissez HP, 100 000 employés, donc c'est quand même pas une petite boîte. Non. Et beaucoup d'informaticiens, HP quoi. Et donc HP dans un futur proche va se couper en deux et devenir HP Inc. et HP, Hewlett-Packard Entreprise, donc un service aux entreprises. On avait déjà parlé de ça il y a un bout de temps. D'un côté les imprimantes, et de l'autre côté tout ce qui rapporte du pognon. Voilà, c'est plus ou moins ça. Et donc, dans cette préparation de migration, il y a un mémo interne qui a commencé à circuler, et venant de la direction, qui impose un nouveau dress code, et qui n'est pas prévu. Alors, on pourrait normalement, effectivement, imposer un certain dress code à tout ce qui est vendeur. C'est encore courant dans le milieu. Mais ici, ce n'était pas limité aux vendeurs, c'est aussi pour tout ce qui est informaticien. Donc, tout ce qui travaille derrière
derrière son PC, ils se disent il y a des clients qui viennent, ils peuvent avoir peur de voir des gens en short et en t-shirt, donc c'est pas question, c'est costume, cravate et tout le bazar. Et en tout cas la chemise quoi. Et donc depuis que ce mémo tourne dans toute la boîte, ça fait un tollé complet sur Twitter, disant effectivement t'as tout plein d'employés d'HP qui dit si les consommateurs d'HP sont aussi idiots qu'ils jugent les personnes par la manière dont ils sont habillés, machin, etc. Donc les réactions sont très mauvaises pour HP pour le moment, donc c'était pas forcément un smart move. Et bon, effectivement, sur tout ce qui est States, quand l'embauche d'IT, c'est déjà assez difficile. Alors si en plus tu leur imposes de dire les mecs vous allez venir avec une chemise pour pouvoir travailler toute la journée derrière votre PC dans une cave que personne viendra de toute façon vous voir, bon voilà, c'est pas si évident quoi. Donc ils vont avoir du mal de recruter et de garder leur force. Peut-être que c'est volontaire aussi, hein, mais qu'ils ont envie qu'il y ait quelques personnes qui s'en aillent, mais je pense pas que ce soit c'est un peu un combat de notre âge quoi. C'est le genre de choses. Il y a quelques années, on n'allait pas en Bermuda au boulot par exemple. Aujourd'hui, ça dépend de l'entreprise aussi. Hein. C'est pas n'importe où, mais dans les entreprises plutôt jeunes. On travaille entre nous. Il y a vraiment écoute, nous, on a des gens en mini-jupe, on a des gens en maillot. En maillot, on a des gens, on a des gens effectivement en short, en t-shirt. Il y a même une boîte qui avait testé, on en a a ici, de travailler à poil. Ça, il faut pas déconner, on fait pas non plus. Hein. On reste en short. Quoi. Juste après les heures. Il faut un peu de pudeur, merde. C'est étonnant, je trouve, quand on voit des Steve Jobs qui sont mis en avant, des Mark Zuckerberg qui sont vraiment à une tendance complètement inverse. C'est étonnant d'aller à contre-courant un petit peu comme ça. C'est les goûts vestimentaires de merde, par contre. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Non, mais je veux dire, c'est des personnes qui sont dans. Mais eux sont cadres, c'est autre chose. Seb, on retourne chez toi et on termine avec la lettre S. On va d'ailleurs accélérer un chouïa parce qu'on arrive à la fin de ce numéro. S. Comme scandale. Encore. Hein, oui. Ça se passe en Flandre cette fois. Alors ça se passe en Flandre, c'est l'administration flamande qui a essayé de voir comment ces 15 000 fonctionnaires réagissaient quand on leur envoyait une campagne de phishing. Donc ils leur envoyaient une fausse facture de Thalys et demandant de payer blablabla. Il fallait leur donner, il fallait envoyer les coordonnées bancaires. Et donc ils étaient curieux de voir comment les fonctionnaires allaient réagir. Alors les fonctionnaires ont réagi, paniqué, ils ont téléphoné à Thalys. Ils ont téléphoné un peu partout. Ça a fait un scandale parce que Thalys dit mais attendez, vous utilisez notre logo, vous faites chier sur notre support, c'est quoi ce bordel? Donc ça a créé un beau bordel avec des excuses dans tous les sens. Bon, c'est vrai qu'on essaye au moins de prévenir. Thalys aurait été sympathique ici sur l'opération. Donc ça a fait un peu le gros fiasco. Donc pas bravo. Pas bravo pour le coup, effectivement. On passe à la lettre W comme web avec Xavier pour parler vraiment quelques secondes parce qu'on a un hors-série sur le feu qui s'en vient, qu'on va mettre en ligne dans pas longtemps concernant ces technologies, parce qu'il n'y en a pas qu'une, concernant la distribution d'Internet un petit peu partout et en particulier depuis les nuages, puisque là il s'agit du projet Loon. Voilà, donc j'avais parlé de SpaceX il n'y a pas longtemps. Maintenant c'est Google et son projet Loon qui va développer des ballons à haute altitude et qui a tout récemment eu un accord avec le Sri Lanka, qui est un pays assez précurseur en la matière, pour déployer Internet à haut débit sur l'ensemble du pays. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Donc il y a déjà eu des tests dans d'autres pays, là c'est vraiment sur l'ensemble du pays. La pratique, là, oui. Et le Sri Lanka se démarque pas mal puisqu'ils avaient lancé la téléphonie mobile en 89, la 3G en 2004 et 4G en 2013. Donc c'est vraiment des précurseurs en la matière. Donc on parlera de cela. Il est déjà enregistré, il est déjà en boîte. Hein, ce hors-série avec Patrick et Sébastien concernant aussi les satellites, etc. Bon, l'Internet pour tout le monde un petit peu partout, tout autour de la planète. Sébastien, on parle d'Amazon qui, de son côté, veut des autoroutes, mais un petit peu particulières pour les drones. Des voies de circulation pour les drones, en fait.
Voilà, hein, on en a déjà parlé, donc c'est pour ça que je suis l'actu. Et donc Amazon effectivement est en négociation avec la FAA. Ils ont donné une recommandation sur ce qu'ils trouveraient intéressant comme programme. Alors pour le moment, la discussion tourne autour de 2 couloirs spécifiques prévus pour les drones. Alors un couloir entre le sol et 61 mètres qui serait prévu pour du trafic local, hein, donc ceux qui vont pas très vite et pas trop et qui sont autorisés à faire des photos, vidéos ou pour faire de l'agriculture de précision, alors on se tient. Et ensuite un couloir entre 61 et 122 mètres pour tout ce qui est drone de livraison qui pourrait donc aller à fond de balle entre 61 et 122 mètres sans s'exploser avec les autres drones. Alors, je trouve ça assez surréaliste, mais oui, parce qu'il va falloir expliquer ça aux oiseaux maintenant. Donc de 61 à 122 mètres, fais gaffe, c'est nos colis. C'est ça, quoi. Donc, et les oiseaux, ils ont juste à les voir ailleurs. C'est très particulier quand même. Hein. C'est excellent. Voilà. Mais on arrivera à ce genre d'extrémité un jour ou l'autre. Ouais, mais c'est la tête. Oui, c'est ça, mais c'est la tête. W, on est toujours à la lettre W, mais cette fois comme what the fuck, et on va se donner les quelques minutes qui restent pour justement parler, par exemple, de l'appli de l'été, Sébastien. Alors, attendez. C'est parce que t'as pas encore été voir ce que c'était. Non. Alors c'est un truc. J'étais en train de chercher une application, de temps en temps je m'embête et je regardais sur le Play Store, ça m'arrive pas souvent. Je me dis tiens, je vais me trouver une nouvelle application sur ma montre. Et j'ai pas été déçu. J'ai trouvé ce qu'on appelle le Wear Fab Counter. D'accord. Alors, oui, alors t'as toujours pas compris ce que c'est avec l'image maintenant? Non. Ah oui, mais il faut connaître le mot FAP peut-être aussi. Ouais, oui, alors ceux qui vont sur du Reddit, sur de 9gag, etc., ça comprend assez rapidement. Le principe, c'est que c'est une application que tu installes sur ta montre et qui compte un certain nombre de gestes que tu arrives à faire à la seconde. D'accord. On parle de plaisir solitaire, si tu veux. D'accord, ok. Je viens de comprendre. Ok. C'est ça le mot FAP. Voilà, et t'es content. Voilà, c'est une application qui coûte quand même $1, hein, donc on fait de l'argent avec tout, et que je trouve effectivement absolument indispensable sur sa montre. Bien sûr. On a enfin trouvé une utilité à toutes nos montres intelligentes. Et t'as fait quelle fréquence alors? Oui, mais justement, voilà, print screen. Une minute, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Tu utilises quel outil pour faire tes print screens sur ta montre? Donc ça, c'était le premier what the fuck sur les deux. Il en reste un. Tiens, ce sera pour Adrien. Voilà, et on reste dans le même domaine. J'ai voulu faire comme Seb. Voilà. Et alors, c'est le cul connecté. Voilà, c'est vraiment le terme. Donc le twerking bot. C'est quoi? C'est le service recherche et développement de Pornhub qui a sorti ça. Oui, vous ne rêvez pas. C'est juste un cul. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça fait un buzz sur le net. C'est juste incroyable. Grosso modo, c'est quoi? C'est un cul qui twerk déjà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il twerk, il chauffe, il masse, il a des effets et il vibre. D'accord. Alors, je trouvais ça hallucinant. Ça a tellement cartonné qu'ils ont laissé la séquence de promo très longtemps. Et c'est fourni avec un casque de réalité virtuelle. Et donc, comment ça fonctionne? Eh oui, le cul connecté. Le casque de Spéléo pour aller dans le cul. Enfin, ça va commencer à coûter cher, les plaisirs solitaires. Oui, parce que c'est quand même. Attends, l'édition. Tu gardes ta montre. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est 600 à 800 €, enfin dollars, pour l'édition normale et l'édition de luxe. Vous n'auriez pas vu ma montre. Donc voilà, ça fait un buzz incroyable sur le net. Ils ont vendu ça, ils ont vraiment bien vendu ça. Ils ont continué à faire la promo tellement que ça s'est bien vendu. Alors le truc, c'est que c'est vraiment super connecté. C'est casque de réalité virtuelle, votre petit cul bien entendu connecté, et ça fonctionne avec smartphone. Ils ont joué la carte de l'humour à 200%, donc contenu pour adultes fatalement. Allez voir la vidéo, c'est vraiment très très drôle, quoi. Ils ont joué et rien à faire. Moi, j'admire
le service com de Pornhub, ils ont là ramené les choses. Je savais pas que tu avais tes habitudes chez Pornhub. Mais voilà, ça fait. J'ai pas de problème. Non, mais c'est juste génial. C'est super bien foutu. Ok, c'est un numéro bien rempli. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce numéro de fin juillet, c'est la raison pour laquelle normalement on fait un numéro hebdomadaire, parce que sinon il y a beaucoup trop d'informations. Il y a eu pas mal d'informations au mois de juillet, certainement des trucs auxquels on est passé au travers. Ce sera également le cas au mois d'août. Fin août, on vous refait le même plan, on refait un numéro comme celui-ci. Ce sera le numéro 43 qui reprendra les actualités, les informations diffusées durant le mois d'août. Passez de très très bonnes vacances. Merci à Sébastien qui va bientôt partir en vacances lui aussi. Merci Adrien qui ne partira pas, c'est cette idée. Xavier, lui, je me casse. Voilà, c'est dans la nuit, c'était son dernier travail. C'était aujourd'hui. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos messages, vos cartes postales. Elles sont les bienvenues. À très bientôt. Au revoir.